un pétrolier touché dans le détroit d'Ormuz, un mort à bord, une bourse du pétrole qui explose à des niveaux jamais vus et une Cour suprême qui referme définitivement la porte sur Donald Trump. Tout ça en moins de 48 heures. Vous trouvez ça normal que la seule chose que Trump ait vraiment commentée pendant ce temps-là, c'est un adolescent sauveteur assis à côté de lui dans le bureau ovale? Parce que c'est exactement ce qui vient de se passer. Pendant que 3 crises majeures s'empilaient en même temps sur son bureau, Donald Trump publiait des mèmes générés par intelligence artificielle de lui-même en train de se balader avec George Washington. C'est pas une blague que je fabrique pour l'effet. C'est littéralement ce qui figure sur son compte Truth Social au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors non, ce n'est pas juste une histoire de mauvaise communication présidentielle. C'est un problème de déconnexion totale entre ce que Trump choisit de montrer au public et ce qui est en train de se dérouler en ce moment même dans le détroit d'Ormuz et dans les colonnes de prix à la pompe. Je vais vous montrer les 3 couches de cette histoire, une par une, ce qui se voit à la surface, le mécanisme qui explique pourquoi Trump réagit comme ça et la conséquence concrète que personne dans les médias qui le soutiennent ne veut vraiment détailler. Et avant d'aller plus loin, un point de méthode qui compte, tout ce que je vais vous citer aujourd'hui vient de sources vérifiables et datées d'août 2026, agences de presse, rapports maritimes officiels, décisions de justice publiées. Rien de ce que je vais avancer n'est une supposition présentée comme un fait établi. Alors commençons par ce qui s'est passé dans la nuit, parce que c'est du lourd. Le 10 à 8 août, l'organisme britannique de sécurité maritime UKMTO, celui qui centralise les alertes de navigation dans le Golfe, a confirmé qu'un pétrolier venait d'être touché dans le détroit d'Ormuz. Un membre d'équipage a été blessé et selon les premiers rapports, au moins un mort est à déplorer. Ce navire suivait la route recommandée par le commandement militaire américain pour la région, la route dite CENTCOM. Autrement dit, il faisait exactement ce que Washington lui demandait de faire. Et il a quand même été touché. Voilà où ça devient intéressant. La veille, un responsable iranien avait confié à Reuters que Téhéran venait de basculer officiellement vers une posture qualifiée de pleinement offensive. Ce n'est pas une phrase de tribune, c'est une citation rapportée par une agence de presse internationale de référence, donc un fait de niveau 2, attribué nommément à sa source, et ce changement de posture n'est pas symbolique. Selon les mêmes informations, cette bascule inclut la possibilité de couper des câbles Internet sous-marins qui passent sous le détroit, ce qui couperait l'accès à Internet pour une bonne partie du Moyen-Orient, et la possibilité de viser des installations dans des pays arabes voisins si le blocus américain se poursuit sans accord. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est un incident isolé de plus dans une zone de tension déjà connue. Une frappe, un communiqué, la routine du conflit. Sauf que non. Parce que ce navire suivait la route validée par les Américains eux-mêmes, celle censée le protéger. Et il a quand même été touché. Ça veut dire une chose très simple. La garantie de sécurité que Washington donnait aux compagnies maritimes ne tient plus. Et c'est même pas le morceau le plus grave de cette histoire. Parce que pendant que cette frappe se déroulait, un autre chiffre, beaucoup moins spectaculaire à l'écran, mais beaucoup plus dangereux pour l'économie réelle, venait de tomber. Le 10 à 7 août, l'écart de marge sur le diesel américain, ce qu'on appelle le crack spread, a atteint 102,20 le baril. Un record absolu, jamais vu dans l'histoire de ce marché. Pour vous donner une idée de ce que ça veut dire concrètement, ce chiffre mesure combien les raffineurs gagnent en transformant un baril de pétrole brut en diesel. Quand il explose comme ça, c'est le signal que le système entier de raffinage est à bout de souffle, pas juste que le brut coûte cher. Et ce record de 102$, 20 bas, un précédent qui datait à peine de mars de cette même année, où le seuil avait déjà atteint 4,97, 4,28$. Autrement dit, en 5 mois, le marché du diesel américain a battu son propre record historique une deuxième fois. C'est pas une fluctuation, c'est une trajectoire. Attardez-vous une seconde là-dessus, parce que ce qui suit est encore plus parlant. Au même moment, les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis, ce stock d'urgence censé amortir justement ce genre de choc, sont tombés à 293,4 millions de barils. C'est le niveau le plus bas depuis décembre 1982, pas depuis 10 ans, depuis plus de 40 ans. Et pour comprendre l'ampleur de la chute, il faut revenir un peu en arrière, avant que les États-Unis et Israël ne lancent leur offensive contre l'Iran fin février de cette année. Cette réserve stratégique contenait environ 400
15 millions de barils. Depuis, Washington a autorisé le déblocage de 172 millions de barils pour tenter d'amortir le choc du blocage du détroit. Et malgré ça, le stock continue de fondre. Le baril le plus cher de l'histoire américaine, c'est pas celui qu'on achète au Moyen-Orient. C'est celui que Trump refuse d'admettre avoir provoqué. Voilà, c'est dit. Et c'est pas une formule pour faire joli. C'est la lecture la plus simple des chiffres qu'on vient de poser côte à côte. Un blocus maritime que l'administration ne parvient pas à sécuriser, un marché du raffinage en état de choc historique et un coussin de sécurité nationale ramené à son niveau le plus bas depuis l'ère Reagan. Ce n'est plus une question géopolitique lointaine. C'est une facture qui arrive directement sur le prix du gasoil des agriculteurs en pleine saison de récolte, sur le prix de l'huile de soja, sur le prix du bœuf haché qui grimpe déjà à des sommets. Ce qui m'inquiète franchement, c'est pas seulement le prix à la pompe qui dépasse les 4 $ le gallon un peu partout dans le pays. C'est qu'aucun plan cohérent n'a été présenté pour sortir de cette situation. Juste un blocus maintenu, sans échéance, sans stratégie annoncée. Soyons honnêtes 2 secondes sur le meilleur argument en face, parce qu'il en existe un, et il mérite d'être présenté sans le caricaturer. L'argument le plus solide du camp de Trump, c'est que l'Iran a rompu ses engagements en premier, en reprenant les frappes sur des tankers civils, malgré un cadre d'accord antérieur, et qu'un président américain a effectivement le devoir de répondre fermement à une provocation directe contre la navigation internationale. Ce n'est pas un argument ridicule. Aucune puissance occidentale ne peut se permettre de laisser un blocus s'installer sans réaction. Et il y a une vraie cohérence à vouloir protéger le trafic maritime mondial. Mais voilà où cet argument s'effondre. Répondre fermement, ce n'est pas la même chose que maintenir un blocus sans fin, sans objectif déclaré et sans protection efficace pour les navires qui suivent pourtant les consignes américaines. Le tanker touché le 10 à 8 août suivait la route CENTCOM, la fermeté sans méthode. Ce n'est pas une stratégie, c'est de l'improvisation qui coûte cher aux civils. Et c'est précisément la faille que l'administration ne veut pas reconnaître. C'est là que le tableau change complètement, parce qu'il y a une deuxième histoire qui s'est jouée exactement dans la même fenêtre de 48 heures et qui montre à quel point Trump choisit ses priorités. Et ce premier fil n'est encore rien comparé à ce qui suit. Le 10 à 7 août, la Cour suprême des États-Unis a rejeté la demande de réexamen déposée par les avocats de Donald Trump dans l'affaire Jean Carroll. Rappel des faits établis, niveau 1, jugement rendu. Un jury a conclu à l'unanimité que Donald Trump avait agressé sexuellement puis diffamé l'écrivain Jean Carroll avec une condamnation à 5 millions de dollars. La Cour suprême avait déjà refusé d'examiner l'appel une première fois en juin. Cette fois, elle a rejeté la demande de réexamen sans donner de justification, comme le veut l'usage de la Cour, pour ce type de décision. Résultat concret, ce verdict est désormais définitif. Il ne peut plus être contesté devant aucun tribunal. Un second dossier, celui-là portant sur 83 millions de dollars, reste pour l'instant en appel sur une question distincte d'immunité présidentielle. Vous voyez le problème ? Le même jour où cette nouvelle tombe, où le prix du diesel bat un record absolu et où un pétrolier suivant les consignes américaines se fait toucher dans le détroit d'Ormuz, Donald Trump choisit de consacrer son énergie publique à autre chose. Il reçoit dans le bureau ovale un adolescent de 16 ans, Ryder Williams, un sauveteur de Santa Cruz qui a sauvé la vie d'un garçon de 10 ans, Nathaniel, en le tirant d'un courant de baïne le 25 juillet. Un geste d'héroïsme réel qui mérite d'être salué. Sauf que Trump transforme cette cérémonie en autre chose. Regardez bien ça. Une journaliste de CNN, Kristen Holmes, présente ce jour-là, pose une question tout à fait légitime. Pourquoi réduire les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, un allié démocratique de longue date, dans ce qui ressemble à une faveur envers le régime nord-coréen de Kim Jong-un? C'est une question de politique étrangère, posée dans un cadre de presse, exactement le genre de question qu'un journaliste doit poser. La réaction de Trump, il l'interrompt, la traite de fausses informations, lui dit d'être silencieuse, puis se tourne vers l'adolescent de 10 ans, assis à côté de lui, pour lui demander « Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle est irrespectueuse ?» C'est pas anodin, ce qui se passe là. Un président des États-Unis, en pleine crise énergétique et militaire, cherche la validation émotionnelle d'un enfant de 10 ans contre une journaliste qui vient de lui poser une question de politique étrangère parfaitement fondée.
Et ce n'est pas une interprétation de ma part. Tout ça a été filmé, diffusé et ensuite repartagé par le compte officiel de Réponse Rapide de la Maison-Blanche elle-même, qui a publié la séquence en qualifiant Kristen Holmes d'embarras déshonorant pour sa profession. Cette impression que vous aviez peut être, en voyant ces images circuler, que quelque chose clochait dans les priorités affichées, elle était fondée parce que la même journaliste avait aussi demandé à Trump de réagir à une déclaration du sénateur de Géorgie, Jonosov, qui avait dit, lors d'un discours, quelque chose comme ceci: « Pendant que les marins du porte-avions Abraham Lincoln combattent dans sa guerre, pendant qu'il épuise nos munitions et nos réserves de pétrole sans résultat, le président dort pendant ses réunions, joue au golf et fait des transactions boursières. » C'est une déclaration publique d'un sénateur en exercice, donc un fait de niveau 2 attribuable directement à sa source. Le compte officiel de la Maison-Blanche a réagi en qualifiant la question de Holmes de sale coup et en affirmant que les enfants de la journaliste seraient un jour, je cite, « écœurés et embarrassés d'avoir un parent aussi cruel ». Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais dans ce cas précis, la Maison-Blanche a choisi de crier au scandale moral en réaction à une question de politique étrangère et à la citation d'un sénateur élu. C'est pas de la maladresse de communication, c'est une manière de faire répétée à chaque fois qu'une journaliste pose une question inconfortable. Un homme jugé responsable d'agression sexuelle par un jury qui demande à un enfant de 10 ans de valider sa colère contre une journaliste, ce n'est plus de la communication, c'est un aveu de faiblesse. Et ce sentiment de malaise ne s'arrête pas là. Parce qu'il faut ajouter un dernier détail à cette scène du bureau ovale. Trump, en présence du même adolescent, de sa mère et de sa petite sœur de 8 ans, a commenté publiquement l'apparence physique du garçon en évoquant la génétique de sa mère, avec des mots qui ont mis mal à l'aise une bonne partie des observateurs qui ont vu la séquence. Une remarque qui, mise en perspective avec le verdict Carroll, confirmé le même jour par la Cour suprême, dessine un motif difficile à ignorer. C'est pas un accident isolé de communication, c'est un schéma. Et une partie des médias conservateurs, plutôt que d'interroger ce schéma, préfèrent détourner l'attention vers autre chose. Sean Hannity, sur sa chaîne, a averti ses téléspectateurs que si les Républicains ne l'emportaient pas aux élections de mi-mandat dans 78 jours, le pays, tel qu'ils le connaissent, cesserait littéralement d'exister, avec la promesse d'une prise de contrôle socialiste totale du pays. C'est pas une prévision économique sourcée, c'est un discours de peur, présenté comme une certitude, sans aucun fait vérifiable derrière. Vous avez remarqué, comme ce genre de détail, le rejet définitif d'un verdict par la Cour suprême disparaît toujours avant d'arriver au gros titre des chaînes proches de Trump. Ce n'est pas un oubli éditorial, c'est un choix répété assez souvent pour ne plus être accidentel. Pendant que Fox News et les chaînes proches de Trump consacrent leur temps d'antenne à des scénarios de peur sur les midterms, personne, sur ces mêmes chaînes, n'a voulu consacrer autant de temps au fait que les réserves stratégiques de pétrole du pays sont au plus bas depuis 43 ans. Revenez avec moi à la question du départ. Un pétrolier touché en suivant les consignes américaines. Un record historique sur le marché du diesel. Une Cour suprême qui ferme définitivement la porte sur Trump dans l'affaire Carroll. Vous êtes venu pour comprendre pourquoi Trump semblait obsédé par une histoire de sauveteur adolescent. Vous repartez avec la preuve que cette obsession n'était pas un simple choix de communication maladroit, mais une manière systématique de détourner l'attention pendant que 3 crises réelles, économiques, militaires et judiciaires, s'aggravaient en même temps sous ses yeux. Ce sentiment que vous aviez peu être en scrollant sur ces images de bureau ovale, que quelque chose ne collait pas avec la gravité du moment, ce sentiment-là avait de bonnes raisons d'exister. Ceux qui ne regardent que les résumés de 30 secondes sur les réseaux ratent complètement cette structure. 3 crises simultanées, une seule réaction publique, et elle porte sur un enfant de 10 ans qu'on sollicite pour valider une colère contre une journaliste. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Le blocus du détroit d'Ormuz continue. Les réserves stratégiques continuent de fondre. Le prix du diesel n'a montré aucun signe de reflux. Et pendant ce temps, ce sont les agriculteurs en pleine saison de récolte, les familles qui remplissent leurs réservoirs à plus de 4 $ le gallon, et les marins à bord des porte-avions Abraham Lincoln et George H.W.
Bush, dans des conditions que leurs propres familles décrivent comme désastreuses, qui absorbent le coût réel de cette guerre sans fin, pendant que les porte-paroles de la Maison-Blanche continuent, eux, de parler d'un adolescent irrespectueux envers une journaliste. Ce n'est pas terminé, et la suite s'annonce déjà plus compliquée, pas moins, parce qu'un blocus sans stratégie déclarée et une réserve d'urgence qui s'épuise, ça ne se résout pas avec un communiqué de presse rageur contre CNN. Si vous voulez qu'on continue à suivre cette histoire ensemble, avec les vrais chiffres et les vraies sources, à chaque nouveau développement, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Et un like m'aide vraiment à faire connaître ce travail à plus de monde.